Dynamique particulièrement complexe dans le sport de très haut niveau, c'est la gestion de l'après-victoire. C'est ce moment précis où une équipe touche au but ultime. Ouais, le fameux syndrome du lendemain de fête. Exactement. On soulève le trophée tant convoité, et là on se retrouve face à un choix fondamental. Soit on décide de s'asseoir sur son trône et de contempler son œuvre, soit on se remet immédiatement en question pour préparer la prochaine bataille. Et c'est loin d'être évident. C'est pas évident du tout. Et c'est exactement le carrefour auquel se trouve l'équipe nationale de football du Sénégal aujourd'hui. Le contexte est électrique. Le pays tout entier vibre encore au rythme du sacre continental. Ce titre de champion d'Afrique fraîchement acquis lors de cette CAN 2025. L'euphorie est totale, ça se ressent partout. Absolument. Pourtant, quand on observe les décisions récentes de l'entraîneur Pape Thiaw pour la fenêtre FIFA de mars 2026, on réalise qu'il refuse catégoriquement de céder à la complaisance. Il a déjà le regard braqué sur l'étape supérieure. Et cet objectif, c'est évidemment la Coupe du Monde 2026. Cette exploration en profondeur va se pencher sur cette transition fascinante, sur la manière dont une équipe championne prépare sa mue sans perdre son ADN. Bon, décortiquons tout cela. Comment aborder une période aussi charnière sur le plan tactique et mental ? C'est le défi ultime pour tout sélectionneur. Historiquement, on a souvent vu des équipes nationales, sur tous les continents d'ailleurs, s'effondrer après un titre majeur simplement parce qu'elles ont tardé à renouveler leur effectif. C'est un grand classique. Voilà. Le mois de mars 2026 représente pour le Sénégal un exercice d'équilibriste d'une immense subtilité. D'un côté, la célébration de la CAN 2025 n'est pas qu'une formalité, c'est une nécessité psychologique. Les joueurs ont besoin de cette communion, le public l'exige et cela forge une cohésion de groupe irremplaçable. Oui, on ne peut pas balayer ça d'un revers de main. Surtout pas. Mais d'un autre côté, le football international moderne impose un rythme effréné. Une Coupe du Monde demande des qualités athlétiques et tactiques qui évoluent chaque saison. La fenêtre de mars devient alors le laboratoire idéal. C'est le moment de rendre un hommage mérité aux cadres qui ont décroché l'étoile africaine, tout en injectant presque chirurgicalement le sang neuf indispensable pour affronter les exigences d'un mondial. C'est l'art de préparer le futur sans bousculer la dynamique victorieuse du présent. C'est ça. Créer une transition douce, mais très résolue. Et en matière de sang neuf, l'attention se porte inévitablement sur une nouvelle convocation particulièrement marquante. Il s'agit de Nobel Mendy. Un très bon exemple. À seulement 21 ans, il s'apprête à faire ses tout premiers pas avec l'équipe A lors de ce rassemblement. Pour bien mesurer la portée de ce choix, il faut regarder son évolution en club. Il évolue au Rayo Vallecano, en Liga, dans le cadre d'un prêt par le Real Betis. Et il ne fait pas simplement quelques bouts de match pour gagner du temps de jeu, il réalise une saison extrêmement complète et s'est imposé comme un titulaire dans la défense à Vallecas. Jouer régulièrement en Liga à cet âge, à un poste qui demande autant de vices et de lecture du jeu, c'est un indicateur très fort. Ce qui est fascinant ici, c'est la capacité d'adaptation qu'il faut démontrer pour s'enraciner dans un championnat comme la Liga. L'Espagne propose un football où la possession, les transitions rapides et les attaques placées dominent. Et le Rayo Vallecano a une philosophie assez audacieuse en plus. Tout à fait. C'est une équipe qui évolue souvent avec un bloc assez haut, ce qui expose énormément ses défenseurs centraux. S'imposer dans un tel système à 21 ans prouve une maturité tactique rare. Il faut savoir gérer la profondeur, anticiper les appels des attaquants adverses et surtout ne pas paniquer sous la pression. Au-delà de cette intelligence situationnelle, c'est son outil athlétique qui change la donne, non ? Avec son 1,87 m, il possède l'envergure nécessaire pour régner dans le domaine aérien. C'est le prérequis absolu du défenseur moderne. Cette domination physique est indispensable pour exister dans les surfaces de réparation, que ce soit pour repousser les centres adverses ou pour imposer le respect dans les duels à l'épaule. Ce profil athlétique est d'autant plus intéressant qu'il s'accompagne d'une caractéristique très recherchée. Mendy est un gaucher naturel et il possède la capacité de jouer aussi bien dans l'axe de la défense que sur le couloir gauche. Une denrée rare. Oui, on remarque souvent que les équipes de haut niveau peinent à trouver des profils capables de briser les lignes de pressing adverses depuis l'arrière. Avoir un défenseur central gauchier modifie complètement les angles de relance. Ah, ça change tout. Lorsqu'il est positionné sur l'axe gauche, son corps est naturellement orienté vers le jeu. Il n'a pas besoin de se réaxer sur son pied fort pour trouver une passe diagonale ou glisser un ballon le long de la ligne de touche. Et face à un bloc adverse qui exerce un pressing très agressif, ce gain d'une fraction de seconde permet à l'équipe de conserver la fluidité de sa construction. Ça aide énormément pour échapper à la première vague de pression.
C'est un point tactique névralgique. Le football d'aujourd'hui, particulièrement dans la perspective d'une Coupe du Monde, ne tolère plus les défenseurs dont le seul talent est la destruction. L'exigence de la relance propre est devenue universelle. Le gaucher sur le côté gauche de la charnière centrale ouvre un éventail de passes beaucoup plus large. Il a beaucoup plus d'options directes. Exactement. Il peut trouver le milieu défensif entre les lignes, alerter directement son ailier, ou même renverser le jeu sur le latéral opposé avec une trajectoire fuyante. Ce genre de passe est très difficile à intercepter pour l'adversaire. La fluidité technique de Mendy dans ces situations de relance apporte une véritable sérénité. Cela permet à l'équipe de dicter le tempo dès les 30 premiers mètres. C'est une arme offensive déguisée en atout défensif finalement. C'est précisément ce genre de détail géométrique qui fait basculer les matchs internationaux serrés. Et si l'on veut évaluer l'efficacité de ce profil face à une véritable opposition de style, il suffit de regarder le match de référence mentionné dans les sources. La récente victoire éclatante 3-0 du Rayo Vallecano face à l'Atlético de Madrid. Un match charnière pour lui. Affronter l'Atlético, c'est se confronter à l'une des équipes les plus intenses et agressives d'Europe sur le plan de la pression et du défi physique. Non seulement Mendy a brillé et a tenu le choc sur le plan défensif pour garder la cage inviolée face à des attaquants de classe mondiale, mais il a également été buteur. Ouais. Réussir une performance aussi complète face à un tel adversaire, cela dépasse le simple bon match. C'est une véritable déclaration d'intention. L'impact psychologique de marquer contre un tel adversaire pour un jeune de 21 ans va bien au-delà des statistiques de la rencontre. Ça propulse le joueur dans une autre dimension. Totalement. Marquer et briller face à un bloc madrilène habitué à étouffer ses adversaires crée un précédent mental. Le joueur prend conscience qu'il peut rivaliser avec l'élite européenne. Mais surtout, cela envoie un signal puissant au sein même de la sélection nationale. Il n'arrive pas en demandant la permission, en quelque sorte. C'est ça. Mendy n'arrive pas dans le vestiaire sénégalais avec le statut de jeune espoir qu'il faut couver et protéger. Il arrive auréolé du prestige de celui qui a fait chuter l'un des cadors de la Liga. Cette légitimité acquise sur le terrain accélère considérablement son intégration. Les autres joueurs, notamment les vétérans, savent immédiatement qu'ils peuvent s'appuyer sur lui, qu'il ne tremblera pas face à l'enjeu d'un match international. C'est là que ça devient vraiment intéressant. L'arrivée d'un tel profil ne se limite pas à ajouter un nom sur une liste. Elle offre de nouvelles options pour stabiliser la défense. Elle modifie potentiellement l'architecture même de l'équipe bâtie par Pape Thiaw. Si l'on relie cela à la vision d'ensemble du sélectionneur, l'idée n'est évidemment pas de détruire la fondation qui a permis de gagner le titre continental, mais de l'enrichir. Avec un profil polyvalent comme Mendy, Pape Thiaw s'offre le luxe de l'imprévisibilité. Comment ça se traduit concrètement sur le terrain ? Il peut maintenir une défense classique à 4, avec une charnière parfaitement équilibrée entre un droitier et un gaucher, offrant des garanties optimales à la relance. Mais il peut aussi, en cours de match, glisser vers une défense à 3 axiaux. Où Mendy occuperait la position d'axial gauche ? Avec la liberté de monter soutenir le milieu de terrain, oui. Cette flexibilité est cruciale lors d'une Coupe du Monde, où l'on affronte en très peu de temps des adversaires aux cultures tactiques radicalement différentes. C'est la capacité d'une équipe à changer de forme, sans perdre son équilibre, qui détermine souvent sa survie dans le tournoi. Et quand on évoque cette défense, il est impossible de ne pas parler du passage de flambeau, de la dynamique qui va se créer entre la nouvelle génération et les cadres historiques de l'équipe. Je pense spécifiquement à Kalidou Koulibaly. L'association sur le papier a tout d'une complémentarité idéale. D'un côté, le vétéran droitier, fort d'une expérience colossale dans les plus grandes compétitions, réputé pour son placement et son leadership. De l'autre, la puissance physique et la patte gauche d'un jeune de 21 ans en pleine ascension. Jeune gaucher puissant est le complément idéal pour épauler un vétéran droitier comme Koulibaly. Cette configuration ressemble au mariage parfait entre la sagesse tactique et l'explosivité de la jeunesse. Koulibaly gère l'alignement et lie les trajectoires, pendant que Mendy peut apporter l'agressivité sur le porteur du ballon et couvrir les espaces en profondeur. C'est vital en vue de l'objectif suprême qu'est la Coupe du Monde 2026. C'est une dynamique de transmission très concrète. L'expérience de Koulibaly est un filet de sécurité inestimable pour un jeune défenseur. Dans les matchs à haute tension, le placement compte souvent plus que la vitesse pure. Koulibaly peut dicter les mouvements de la ligne, indiquer à Mendy à quel moment sortir au pressing et à quel moment reculer. Et en retour, la jeunesse et la capacité de couverture de Mendy soulagent le vétéran. Ça lui évite d'être exposé dans des courses-poursuites vers son propre but. De plus, la combinaison droitier-gauchier dont nous parlions permet à chacun de défendre sur son pied fort, ce qui réduit considérablement les risques d'erreurs techniques lors d'interventions d'urgence. Si cette alchimie prend forme, le Sénégal pourrait se présenter en 2026 avec l'une des charnières les plus hermétiques et les plus modernes du football international, capable de rivaliser avec les meilleures armadas offensives mondiales.
Il faut maintenant se pencher sur l'atmosphère entourant ces matchs de mars 2026. C'est le moment de célébrer le titre de champion d'Afrique acquis lors de la CAN 2025. Le statut a changé et le choix des rencontres reflète une ambition claire. Oui, c'est une fenêtre placée sous le signe de la célébration, mais aussi du prestige. Le coup d'envoi de cette séquence est prévu le 28 mars avec un match de prestige à Paris. Le Sénégal affronte le Pérou au Stade de France. Jouer un match de cette envergure dans l'une des plus grandes arènes d'Europe face à une opposition sud-américaine, c'est un message très fort. C'est un choix conçu spécifiquement pour communier avec la vaste diaspora sénégalaise. Ce public n'a pas toujours la possibilité de traverser la Méditerranée pour assister aux matchs à domicile. Leur offrir l'équipe championne d'Afrique au Stade de France, c'est une manière de présenter le trophée continental sur une scène internationale majeure. Une vraie communion. Mais l'intérêt purement sportif est tout aussi grand. Affronter une nation sud-américaine comme le Pérou est une véritable preuve de style. Les équipes de la CONMEBOL sont réputées pour leur malice, leur agressivité technique, leur capacité à casser le rythme d'un match et à conserver le ballon sous pression. Ce qui diffère grandement des qualifications africaines. Complètement. Se frotter à ce style de jeu est la meilleure des préparations pour les phases de groupe d'une Coupe du Monde, où l'adaptation rapide face à une culture footballistique différente est impérative. Ce match à Paris prend donc des allures de tournée de gala, mais la fédération a aussi prévu le retour triomphal au pays. 3 jours plus tard, le 31 mars, l'équipe retrouve le sol sénégalais pour affronter la Gambie au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Et ce match n'a rien d'une simple parade amicale. C'est un aspect derby très attendu. Présenter le trophée de la CAN sur ses terres, face aux voisins gambiens, cela garantit un niveau d'engagement émotionnel et physique colossal. Le public voudra célébrer, mais il voudra surtout voir son équipe affirmer sa suprématie régionale. La dimension de ce retour à Diamniadio est très symbolique. Jouer contre la Gambie, c'est disputer un match où l'honneur régional est toujours en jeu. La proximité géographique des deux pays fait que les joueurs se connaissent souvent très bien, ce qui ajoute une couche supplémentaire de rivalité. L'encadrement a vraiment bien choisi son adversaire. Oui, s'ils avaient choisi un adversaire moins impliqué émotionnellement, l'équipe aurait pu tomber dans le piège du match d'exhibition sans intensité. Là, l'ambiance électrique du derby obligera les joueurs à rester concentrés. C'est l'aspect émotionnel parfait pour fêter le sacre de la CAN à domicile, en créant une synergie parfaite avec les supporters locaux. C'est l'énergie brute qui sera le principal moteur lors des prochains grands rendez-vous. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au final ? Cette fenêtre de mars 2026 résume parfaitement la gestion d'une équipe au sommet. C'est un équilibre entre honorer les gloires récentes, avec ses célébrations du titre de la CAN 2025 à Paris et à Diamniadio, tout en injectant audacieusement l'avenir. Avec la première sélection stratégique de Nobel Mendy. Exactement, pour bâtir la défense de la Coupe du Monde 2026. Cette gestion post-victoire est la signature des très grandes nations du football. Et l'émergence d'un profil comme celui que nous avons analysé aujourd'hui pousse à une réflexion plus vaste. Si l'on observe la facilité avec laquelle un jeune défenseur de 21 ans, conjuguant puissance physique, polyvalence d'un pied gauche et capacité à marquer contre des géants européens, s'impose au plus haut niveau, on peut se poser une question fondamentale. On peut se demander si le profil traditionnel du défenseur central n'est pas en train de disparaître définitivement au profit d'une nouvelle génération de joueurs hybrides, capables à eux seuls de redéfinir les schémas tactiques d'une Coupe du Monde entière.